En 1764, un seul homme détenait dans ses archives personnelles le pouvoir de faire s'effondrer la monarchie française en moins de 6 mois. Sébastien Vaillant ne possédait ni armée, ni fortune colossale, ni titre de noblesse. Il possédait quelque chose de bien plus redoutable, la capacité de transformer chaque secret aristocratique en une arme de destruction calculée au jour près. Abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Cette histoire pourrait bien vous faire reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur les mécanismes cachés du pouvoir. L'année 1764 marquait une période de tension sourde dans le royaume de France. Louis XV régnait depuis près d'un demi-siècle, mais son autorité vacillait sous le poids des dettes abyssales, des conflits religieux persistants entre jansénistes et jésuites et des ambitions contradictoires de la haute noblesse. Paris bouillonnait d'intrigues, tandis que Versailles scintillait d'une magnificence de plus en plus artificielle, et chaque salon aristocratique dissimulait des alliances secrètes, des trahisons en gestation et des vendettas familiales transmises de génération en génération comme de sinistres héritages. Le royaume traversait une période de mutation profonde que peu percevaient encore clairement. Les idées des philosophes circulaient dans certains cercles, remettant discrètement en question l'ordre divin de la monarchie absolue. Les parlements régionaux contestaient de plus en plus ouvertement l'autorité royale, et la bourgeoisie montante commençait à regarder avec envie et mépris ces nobles qui dilapidèrent des fortunes acquises par le sang de leurs ancêtres. L'économie française, épuisée par les guerres successives et la guerre de 7 ans récemment achevée, peinait à se relever malgré les tentatives de réforme du contrôleur général des finances. C'est dans ce contexte de fragilité masquée que Sébastien Vaillant avait établi son bureau dans un hôtel particulier de la rue Saint-Honoré, à quelques pas du Louvre et des cercles du pouvoir. L'édifice, construit sous Louis XIII dans le style sobre de l'époque, ne se distinguait en rien des autres demeures bourgeoises du quartier. Ses façades de pierre grise, percées de fenêtres aux encadrements discrets, ne trahissaient rien de l'extraordinaire activité qui se déployait à l'intérieur. Officiellement, Vaillant était généalogiste et conseiller matrimonial pour les familles de qualité. Les plus puissantes maisons de France venaient le consulter pour établir la pureté de leur lignée, négocier des alliances avantageuses ou résoudre des questions d'héritage complexes dans un royaume où les lois successorales différaient selon les provinces et où chaque famille noble gardait jalousement ses secrets dynastiques. Sa réputation d'érudition et de discrétion s'était répandue dans tous les cercles aristocratiques, au point que certains le surnommaient « la mémoire vivante de la noblesse française ». Mais cette façade respectable cachait une réalité infiniment plus troublante et d'une ambition vertigineuse. Vaillant avait développé ce qu'il appelait discrètement l'art de la mémoire vivante. Dans les combles de sa demeure, soigneusement aménagée et protégée par plusieurs serrures dont lui seul possédait les clés, il avait créé une pièce secrète où s'entassaient des milliers de fiches manuscrites, des arbres généalogiques détaillés, s'étendant sur plusieurs siècles, et des dossiers personnels sur chaque membre, influent de l'aristocratie française. Les murs étaient couverts d'étagères de chêne, supportant des centaines de registres reliés de cuir, classés selon un système que lui seul maîtrisait parfaitement. Mais contrairement aux généalogistes traditionnels, qui se contentait de tracer les liens de sang et les alliances officielles, Vaillant cartographiait méthodiquement ce qu'il appelait les liens de faiblesse. Chaque fiche contenait non seulement les dates de naissance, de mariage et de décès, mais aussi les dettes secrètes, les maîtresses cachées, les enfants illégitimes reconnus ou dissimulés, les crimes étouffés par l'influence familiale, les trahisons politiques lors des troubles passés, et surtout les faiblesses psychologiques héréditaires de chaque lignée. Il notait méthodiquement qui devait de l'argent à qui et depuis quand, qui entretenait des relations adultères avec l'épouse ou la fille de qui avait secrètement trahi qui pendant la Fronde ou lors des conspirations contre Mazarin, qui dissimulait des origines roturières ou des alliances compromettantes avec les jansénistes persécutés. Plus troublant encore, il analysait les caractères psychologiques avec une précision clinique,
notant les tendances à la mélancolie, aux accès de colère, aux dépenses excessives, aux passions contre nature ou aux penchants mystiques qui pourraient être exploités ou manipulés. La première manifestation véritablement inquiétante du pouvoir de Vaillant eut lieu au printemps de 1763, lorsque Armand Hippolyte de Villemont, duc de Villemont et pair de France, vint le consulter dans le plus grand secret pour une alliance matrimoniale concernant sa fille unique, Céleste. Le duc, homme d'une cinquantaine d'années au tempérament autoritaire forgé par une carrière militaire distinguée, souhaitait absolument une alliance avec la prestigieuse maison de Bretancourt, l'une des plus anciennes familles du royaume, pour consolider sa position chancelante à la cour et effacer le souvenir de certaines maladresses politiques qui l'avaient temporairement éloigné des faveurs royales. La maison de Bretancourt jouissait d'un prestige immense remontant aux croisades, et une union avec eux représenterait pour les Villemont une réhabilitation complète auprès de la noblesse la plus exclusive. Le duc était prêt à consentir une dot considérable et à céder certains de ses domaines les plus fertiles pour obtenir cette alliance qui transformerait sa descendance. Vaillant écouta poliment les explications du duc, posant de temps à autre des questions apparemment techniques sur les biens à apporter en dot et les conditions du contrat de mariage. Il consulta ostensiblement ses registres généalogiques, traça quelques arbres de parenté pour vérifier l'absence de liens de consanguinité prohibés, puis déclara d'un ton parfaitement neutre et professionnel: « Monseigneur le duc, cette union serait effectivement révélatrice de bien des aspects. Permettez-moi 3 semaines pour établir les termes les plus favorables et préparer les documents nécessaires à une négociation avantageuse. » Ce que le duc de Villemont ignorait totalement, c'est que Vaillant possédait des informations compromettantes et explosives sur les 3 dernières générations des Bretancourt. Informations qu'il avait patiemment collectées au fil des années grâce à son réseau d'informateurs. Le grand-père de l'actuel duc de Bretancourt, officiellement catholique fervent et pilier de l'orthodoxie, avait secrètement financé les Huguenots pendant les dernières guerres de religion, détournant des fonds destinés aux armées royales pour soutenir La Rochelle assiégée. Le père, réputé pour sa piété exemplaire, entretenait depuis 20 ans une correspondance clandestine avec des philosophes anglais et des francs-maçons de Londres, échangeant des idées subversives sur la limitation du pouvoir royal et la tolérance religieuse. Plus compromettant encore pour l'avenir immédiat, le fils héritier, Enguerrand de Bretancourt, avait contracté des dettes de jeu astronomiques auprès d'usuriers juifs d'Amsterdam et de banquiers genevois, dettes qu'il dissimulait soigneusement à sa famille, mais qui représentaient désormais plus du double de la valeur de ses domaines patrimoniaux. Ces créanciers étrangers détenaient des reconnaissances de dettes qui pourraient ruiner la famille en quelques mois si elles étaient présentées simultanément au paiement. Mais le secret le plus explosif concernait directement l'objet de la négociation. Vaillant savait, grâce à une confidence arrachée sous le sceau de la confession 10 ans plus tôt, que la jeune Céleste de Villemont n'était pas la fille du duc, mais le fruit des amours clandestines de la duchesse, avec un prêtre janséniste de haute naissance, qui officiait discrètement dans l'entourage de la famille. Cette information, que le duc lui-même ignorait mais dont sa propre épouse portait secrètement le poids depuis la naissance de l'enfant, représentait un scandale qui pourrait détruire non seulement l'alliance projetée, mais la réputation même des 2 maisons. Au lieu de révéler immédiatement ses secrets qui lui auraient permis d'obtenir des honoraires considérables, Vaillant prit une décision d'une perversité calculée qui révélait la véritable nature de ses ambitions. Il décida d'orchestrer le mariage avec une précision diabolique, transformant cette union en une bombe à retardement destinée à exploser des années plus tard avec un maximum de dégâts collatéraux. Il commença par arranger les négociations préliminaires de manière à ce que certaines informations compromettantes sur les Bretancourt soient découvertes progressivement par les émissaires du duc de Villemont. Un domestique apparemment bavard laissa échapper des détails sur les dettes de jeu du jeune Enguerrand. Un ancien confesseur de la famille fit une allusion voilée aux correspondances philosophiques du vieux duc. Ces révélations partielles
savamment dosé, renforçait la position de négociation des Villemont en donnant l'impression qu'ils détenaient des moyens de pression sur leurs futurs alliés. Simultanément, Vaillant fit filtrer discrètement dans l'entourage des Bretancourt des rumeurs soigneusement calculées sur les origines douteuses de Céleste, sans jamais révéler la vérité complète, mais en semant suffisamment de doutes pour créer chez cette famille un sentiment de supériorité morale qui les poussa à accepter une dot dérisoire, considérant qu'il faisait une faveur insigne aux villes, le Mont en acceptant une alliance avec une lignée aux antécédents incertains. Le mariage entre Céleste de Villemont et Enguerrand de Bretancourt fut célébré en grande pompe à l'automne de 1763, dans la chapelle ducale du château de Villemont. Toute la haute noblesse de la région était présente, et les chroniqueurs de l'époque décrivirent cette union comme l'alliance la plus brillante de la saison. Les jeunes époux semblaient parfaitement assortis. Elle, d'une beauté saisissante avec ses cheveux dorés et ses yeux d'un bleu profond. Lui, élégant et cultivé malgré ses penchants pour le jeu. Personne ne pouvait imaginer que cette cérémonie somptuaire marquait en réalité le début d'une tragédie familiale soigneusement orchestrée. Vaillant avait semé les graines d'une destruction qui se déploierait sur 20 années avec la régularité d'une mécanique d'horlogerie. Il savait que le tempérament naturellement violent et possessif du jeune Bretancourt, hérité de son grand-père maternel qui avait tué un rival en duel, combiné aux tendances mystiques et aux crises de conscience héritées de son côté janséniste paternel, créerait des tensions insoutenables avec Céleste. La jeune femme possédait une nature passionnée et indépendante qui ne se révélerait pleinement qu'après la naissance de son premier enfant, quand les responsabilités maternelles éveilleraient en elle un tempérament de feu jusqu'alors contenu par son éducation conventuelle. Plus perfidement encore, Vaillant avait calculé que vers 1780, quand les dettes de jeu d'Enguerrand deviendraient impossibles à dissimuler et que les créanciers étrangers exigeraient leur remboursement, cette union apparemment brillante déboucherait sur un scandale retentissant impliquant non seulement la ruine financière, mais aussi l'adultère, la violence domestique et possiblement un meurtre passionnel qui ternirait à jamais les deux lignées les plus respectées de la province. Au fil des mois qui suivirent cette union célébrée, des observateurs particulièrement attentifs aux subtilités de la vie aristocratique commencèrent à remarquer un phénomène troublant et récurrent. Les unions arrangées ou simplement conseillées par Vaillant au cours des dernières années, initialement saluées comme des coups de maître diplomatiques par la société nobiliaire, développaient systématiquement des complications inattendues qui suivaient un schéma troublant. La comtesse douairière de Montclair, dame d'honneur de Feu la Reine et personnalité influente de la cour, avait consulté Vaillant l'année précédente pour marier son fils unique à Isabelle-Marie de Ronchamp, héritière d'une famille de parlementaires enrichis dans le commerce colonial. L'alliance avait effectivement permis à la maison de Montclair de redorer considérablement son blason financier grâce à une dot de 600 000 livres, somme considérable qui avait permis de restaurer le château familial et d'acquérir de nouveaux domaines. Mais 3 ans après cette union profitable, la jeune comtesse Isabelle-Marie développa une mélancolie profonde et des obsessions religieuses qui la conduisirent à se retirer dans un couvent de carmélites, emportant avec elle, selon les clauses de son contrat de mariage, habilement négocié par sa famille d'origine, une part substantielle de l'héritage qu'elle avait apporté. Le comte de Montclair se retrouva ainsi dans une situation plus précaire qu'avant son mariage, avec en plus la charge d'enfants en bas âge et l'humiliation publique d'un époux abandonné. Le cas du comte Hervé Tancrède de Rossignol était encore plus symptomatique. Vaillant avait arrangé pour lui une alliance avantageuse avec Marguerite Pélagie de Malestroit, fille d'une famille de parlementaires parisiens récemment anoblis, mais disposant d'influences considérables dans les milieux judiciaires et financiers de la capitale. Cette union devait permettre au comte, dont les domaines bretons rapportaient peu, d'obtenir des charges lucratives au Parlement de Paris et d'accéder au cercle du pouvoir parisien. Effectivement, dans les premiers temps, l'alliance porta ses fruits. Le comte obtint une charge de maître des requêtes qui lui valut de substantiels émoluments.
et sa nouvelle belle famille lui ouvrit les portes de salons influents où se négociaient les affaires importantes du royaume. Mais 2 ans plus tard, le comte découvrit que sa belle famille entretenait des liens secrets et compromettants avec des cercles philosophiques subversifs qui remettaient en question les fondements de la monarchie absolue. Pire encore, certains membres de la famille Malestroit correspondaient avec des agitateurs parisiens qui distribuaient des pamphlets séditieux contre l'autorité royale. Cette découverte compromit gravement la réputation du comte auprès du roi et de ses ministres. Louis XV, particulièrement méfiant envers tout ce qui pouvait ressembler à une contestation de son autorité, fit surveiller discrètement le comte de Rossignol et lui retira progressivement ses faveurs. L'homme qui avait espéré faire fortune grâce à son mariage se retrouva non seulement ruiné, mais suspect de sympathie révolutionnaire qui pourrait lui coûter sa liberté en cas de durcissement du régime. Ces coïncidences malheureuses auraient pu passer inaperçues dans le tourbillon permanent des intrigues aristocratiques, mais un homme commença à établir des connexions de plus en plus inquiétantes. Pierre-Antoine de Malherbe, conseiller au Parlement de Paris, personnalité respectée pour son intégrité et observateur perspicace de la vie courtisane depuis plus de 20 ans, tenait depuis sa jeunesse un journal détaillé des alliances matrimoniales et de leurs conséquences politiques et sociales. Malherbe était un homme méticuleux, formé au droit et habitué à analyser les faits avec la rigueur d'un magistrat. Son journal, qu'il rédigeait chaque soir avec une régularité monastique, constituait une chronique fascinante des mœurs aristocratiques et des évolutions politiques du royaume. Il y notait non seulement les mariages, naissances et décès des grandes familles, mais aussi leurs conséquences financières, leurs retombées politiques et leurs impacts sur l'équilibre des pouvoirs à la cour. En analysant systématiquement ces notes accumulées sur 15 années, Malherbe fit une découverte qui le glaça d'effroi. 68% des mariages arrangés ou simplement conseillés par Sébastien Vaillant depuis 1758 avaient débouché sur des scandales, des ruines financières, des tragédies familiales ou des disgrâces politiques dans les 5 à 10 années suivant la célébration. Cette proportion, statistiquement impossible à expliquer par le simple hasard, suggérait une manipulation délibérée d'une ampleur terrifiante. Plus troublante encore, ces catastrophes semblaient suivre un schéma prévisible et récurrent, comme si elles avaient été non seulement prévues mais planifiées dès l'origine avec une précision diabolique. Les familles tombaient selon des modalités qui paraissaient correspondre exactement à leurs faiblesses spécifiques. Ruine par le jeu pour les tempéraments impulsifs, scandale sexuel pour les caractères passionnés, trahison politique pour les ambitieux, dépression et suicide pour les mélancoliques. Intrigué et de plus en plus inquiet, Malherbe décida d'enquêter discrètement sur les méthodes réelles de Vaillant. Il commença par étudier minutieusement les archives publiques concernant les familles conseillées par le généalogiste, compulsant les registres paroissiaux, les actes notariés et les documents judiciaires conservés au Châtelet et dans les greffes des parlements provinciaux. Cette recherche documentaire, qui lui prit plusieurs mois, révéla des anomalies troublantes dans les négociations matrimoniales orchestrées par Vaillant. Puis il entreprit, avec une prudence de conspirateur, d'interroger subtilement diverses personnes qui gravitaient autour des familles concernées, domestiques anciens, confesseurs retraités, hommes de loi à la langue déliée, médecins de famille et même quelques maîtresses entretenues qui fréquentaient les coulisses de l'aristocratie. Ce qu'il découvrit progressivement le plongea dans une terreur croissante. Vaillant entretenait un réseau d'informateurs d'une ampleur proprement stupéfiante. Des valets de chambre aux confesseurs, des usuriers aux courtisanes, des médecins aux notaires, des secrétaires particuliers aux gouvernantes, des centaines de personnes lui fournissaient régulièrement des informations sur les secrets les plus intimes et les plus compromettants de l'aristocratie française. Ce système d'espionnage tentaculaire s'étendait de Paris aux provinces les plus reculées, touchant toutes les grandes familles du royaume, sans exception. Les méthodes de Vaillant pour constituer ce réseau révélaient un génie manipulateur d'une perversité raffinée.
Il n'achetait pas brutalement les consciences avec de l'or, procédé grossier qui aurait rapidement éveillé les soupçons. Il procédait avec infiniment plus de subtilité, identifiant d'abord les faiblesses personnelles de chaque informateur potentiel, puis créant les conditions d'un chantage psychologique irrésistible. Un valet de chambre aux mœurs contre nature se voyait proposer la protection de Vaillant contre les poursuites judiciaires en échange d'informations sur son maître. Une gouvernante ayant volé des bijoux était mise devant le choix entre la dénonciation et la collaboration. Un confesseur tourmenté par des doutes théologiques trouvait en Vaillant un directeur de conscience compréhensif qui l'orientait progressivement vers une trahison du secret sacramental. Un médecin criblé de dettes se voyait offrir des patients fortunés en échange de rapports détaillés sur la santé physique et mentale de ses clients aristocratiques. Mais ce système d'espionnage, déjà terrifiant par son ampleur, n'était que la partie visible de l'entreprise de Vaillant. Malherbe découvrit progressivement que le généalogiste avait développé ce qu'il appelait dans ses notes personnelles la méthode des générations croisées, stratégie d'une ambition vertigineuse qui dépassait largement le simple chantage ou la manipulation immédiate. Vaillant ne se contentait pas d'exploiter les faiblesses existantes dans l'aristocratie. Il les créait méthodiquement et les cultivait pour les exploiter des décennies plus tard. Chaque mariage qu'il arrangeait était conçu et calculé pour produire des descendants psychologiquement instables, financièrement vulnérables ou politiquement compromis. Il orchestrait minutieusement la dégénérescence de lignées entières sur plusieurs générations, transformant des familles respectables en foyers de corruption et de scandale. Cette méthode reposait sur une étude approfondie de ce que nous appellerions aujourd'hui l'hérédité psychologique. Vaillant étudiait les caractères héréditaires avec une précision scientifique avant la lettre, analysant les tempéraments familiaux comme un naturaliste étudie les espèces animales. Il savait qu'un père naturellement mélancolique, uni à une mère au tempérament colérique, produirait statistiquement des enfants sujets à des accès de violence ou de désespoir. Il calculait les probabilités que certaines tares physiques ou mentales se manifestent chez les descendants, puis arrangeait les unions de manière à maximiser ces risques héréditaires tout en les dissimulant sous l'apparence d'alliances prestigieuses et avantageuses. Plus redoutable encore, Vaillant manipulait les flux financiers et les influences éducatives sur plusieurs générations avec la patience d'un jardinier cultivant des plantes à croissance lente. Il conseillait discrètement certaines familles sur leurs investissements, les orientant vers des placements apparemment sûrs, mais qu'il savait vouer à l'échec à terme grâce à ses informations privilégiées sur l'évolution économique du royaume. Il facilitait des prêts entre familles alliées, créant des chaînes de dépendance financière qui permettraient des chantages futurs. Il encourageait des dépenses somptuaires qui sembleraient raisonnables à court terme, mais ruineraient inexorablement les patrimoines sur le long terme. Malherbe découvrit dans les archives notariales de Paris et de province des documents de plus en plus troublants. Vaillant apparaissait comme témoin, conseiller ou simple intermédiaire dans des dizaines de transactions financières complexes impliquant les plus grandes familles du royaume. Chaque acte semblait parfaitement anodin pris isolément. Mais l'ensemble formait une toile d'araignée financière d'une sophistication terrifiante, créant des interdépendances qui permettraient à Vaillant de faire s'effondrer simultanément plusieurs maisons nobles en actionnant quelques leviers au moment opportun. Le plus troublant dans les découvertes de Malherbe était l'existence de ce qu'il appela dans ses notes personnelles un système de prophétie autoréalisatrice. Vaillant avait développé l'habitude de glisser des prédictions apparemment anodines dans ses conversations avec ses clients aristocratiques, prédictions qui finissaient invariablement par se réaliser de manière sinistre. Il suggérait par exemple, sur le ton de la confidence savante, qu'une certaine lignée était historiquement marquée par des tragédies cycliques qui frappent à la 3e génération, ou qu'une famille était traditionnellement destinée à connaître des revers financiers majeurs vers sa 40e année d'existence. Ces prédictions, énoncées avec toute l'autorité de sa réputation d'érudit en matière généalogique, influençaient inconsciemment le comportement des intéressés.
Les familles maudites, par ces prophéties, développaient progressivement des comportements autodestructeurs, prenant des risques inconsidérés comme pour hâter l'accomplissement de leur destin annoncé, ou au contraire, adoptant des attitudes de défiance excessive qui finissaient par créer exactement les problèmes qu'elles cherchaient à éviter. Les descendants de ces lignées grandissaient dans l'obsession de malédictions familiales qui influençaient leurs décisions les plus importantes, créant un conditionnement psychologique qui les poussait vers les catastrophes prédites. L'enquête de Malherbe commença à attirer l'attention de cercles de plus en plus influents lorsqu'il commit l'imprudence de partager certaines de ses découvertes avec des amis proches. En 1763, il présenta discrètement ses conclusions au marquis Alexandrine Victoire de Pompadour, frère cadet de la célèbre marquise de Pompadour, maîtresse du roi. Le marquis, homme cultivé et fin politique, était initialement sceptique face à ce qui lui semblait relever de la théorie du complot. Mais il devint livide en découvrant que sa propre famille figurait dans les dossiers analysés par Malherbe, et que son mariage récent avec Amélie-Joséphine de Montmorency, héritière d'une famille de parlementaires normands, correspondait exactement au schéma de manipulation identifié par le conseiller. Pire encore, en relisant les conseils que Vaillant lui avait prodigués lors des négociations matrimoniales, le marquis s'aperçut que certaines suggestions apparemment neutres l'avaient orienté vers des décisions qui renforçaient sa dépendance financière envers sa belle famille, créant les conditions d'un chantage futur. Une réunion secrète fut rapidement organisée dans les appartements privés de l'hôtel particulier des Pompadour, rue Saint-Honoré. Y assistèrent le marquis de Pompadour, Malherbe, Charles-François de Broglie, comte de Broglie et chef des services secrets personnels du roi, et Étienne François de Choiseul, duc de Choiseul et principal ministre de Louis XV. L'objet officiel de cette réunion était l'examen de certaines pratiques douteuses dans l'établissement des alliances matrimoniales. Mais chacun des participants savait qu'il discutait en réalité de la neutralisation d'un homme qui détenait potentiellement le pouvoir de faire chanter la moitié de la cour de Versailles. L'atmosphère de cette réunion, tenue dans le plus grand secret par une soirée pluvieuse de novembre, était particulièrement tendue. Les 4 hommes, tous rompus aux intrigues politiques les plus complexes, se trouvaient confrontés à une situation qui dépassait leurs expériences antérieures. Ils ne faisaient pas face à un ennemi traditionnel qu'on pouvait combattre par les armes ou la diplomatie, mais à un manipulateur invisible qui avait tissé sa toile au cœur même de la société qu'ils étaient chargés de protéger. Le comte de Broglie présenta ses propres investigations sur Vaillant, menées par les agents les plus discrets du service secret royal. Ces découvertes aggravaient considérablement l'inquiétude générale. Les espions royaux avaient découvert que le généalogiste entretenait des correspondances chiffrées régulières avec des agents à Londres, Madrid, Vienne et même Saint-Pétersbourg. Ces lettres, interceptées mais impossibles à décoder malgré les efforts des meilleurs cryptographes du royaume, suggéraient que Vaillant vendait ou échangeait des informations sur les faiblesses structurelles de l'aristocratie française avec les principales puissances européennes. Plus inquiétante encore, l'analyse chronologique de ces correspondances révélait qu'elles précédaient souvent de plusieurs mois des événements politiques majeurs, comme si Vaillant possédait la capacité de prédire ou même d'influencer les crises diplomatiques avant qu'elles n'éclatent au grand jour. Certaines de ces lettres avaient été expédiées juste avant la guerre de 7 ans. D'autres avant les crises parlementaires récentes, d'autres encore avant les scandales financiers qui avaient secoué plusieurs grandes familles. Si cette révélation vous a donné des frissons, likez cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qui va arriver à Vaillant. Mais avant cela, laissez-nous vous révéler le plan le plus audacieux que cet homme ait jamais conçu. Le duc de Choiseul révéla alors une information qui terrorisa littéralement l'Assemblée. Vaillant avait récemment demandé audience auprès du roi Louis XV pour lui proposer ses services dans la résolution anticipée de certaines complications dynastiques qui pourraient compromettre la stabilité du royaume dans les décennies à venir. Le roi, intrigué par cette formulation mystérieuse,
et conscient de la réputation d'érudition du personnage, avait accepté de le recevoir en audience privée dans ses appartements secrets de Versailles. Au cours de cet entretien qui avait duré plus de 2 heures, Vaillant avait présenté au roi un mémoire détaillé de plus de 100 pages intitulé « Analyse des vulnérabilités structurelles de la monarchie française et propositions d'ajustement préventif pour éviter les perturbations majeures dans les générations futures ». Ce document, dont seul le roi et Choiseul avaient eu connaissance, contenait une analyse glaçante de l'état réel de l'aristocratie française et proposait des ajustements préventifs pour éviter l'effondrement du système monarchique. Le contenu exact de ce mémoire demeurait secret d'État, mais Choiseul avait remarqué que le roi était sorti de l'entrevue visiblement ébranlé, le teint livide et les mains tremblantes. Louis XV avait immédiatement ordonné que Vaillant soit placé sous surveillance discrète mais permanente et avait fait renforcer la garde de ses appartements privés. Plus troublant encore, depuis cette entrevue mystérieuse, plusieurs décisions politiques importantes avaient été prises en parfaite conformité avec certaines suggestions stratégiques contenues dans le mémoire de Vaillant. La question qui obsédait désormais les plus hauts dirigeants du royaume était aussi simple que terrifiante. Vaillant était-il un visionnaire génial capable de prédire l'avenir politique de la France avec une précision prophétique? Ou était-il un manipulateur diabolique en train d'orchestrer méthodiquement cet avenir selon ses propres plans destructeurs? L'enquête prit une tournure encore plus sinistre quand Malherbe, poursuivant ses recherches avec l'obstination d'un magistrat, découvrit dans les archives poussiéreuses de la bibliothèque royale un manuscrit que Vaillant avait consulté à de nombreuses reprises au cours des dernières années. Il s'agissait d'un ouvrage confidentiel intitulé « Traité de l'influence des tempéraments héréditaires sur les destins politiques des nations » par un certain abbé Prévost de Montclair, texte rédigé au début du siècle et considéré par les érudits comme une curiosité philosophique sans importance pratique. En étudiant minutieusement ce texte hermétique, Malherbe comprit avec horreur que Vaillant y avait puisé les fondements théoriques complets de sa méthode de manipulation généalogique. L'abbé Prévost, personnage mystérieux dont on ne savait presque rien sinon qu'il avait été l'un des derniers disciples du philosophe Spinoza, développait l'idée révolutionnaire que les caractères individuels, transmis héréditairement selon des lois précises et façonnés par l'éducation selon des principes calculables, déterminent avec une précision quasi mathématique les choix politiques et les destins familiaux sur plusieurs générations. Selon cette théorie audacieuse, il serait théoriquement possible de prédire et même d'orienter l'évolution politique complète d'un royaume en manipulant judicieusement les alliances matrimoniales et les influences éducatives sur 3 ou 4 générations successives. Un manipulateur suffisamment patient et informé pourrait ainsi transformer progressivement une aristocratie stable en une classe dirigeante dégénérée, préparant les conditions d'une révolution ou d'un changement dynastique. Vaillant avait annoté minutieusement ce manuscrit de près de 300 pages, y ajoutant ses propres observations et calculs dans une écriture serrée qui couvrait les marges et les espaces libres. Dans ses annotations personnelles, il avait développé ce qu'il appelait l'équation dynastique fondamentale, une formule mathématique complexe, prenant en compte les tempéraments héréditaires, les influences financières, les pressions sociales, les traumatismes familiaux et les conditionnements éducatifs pour prédire avec une précision troublante le comportement futur des lignées aristocratiques et leur impact sur la stabilité politique du royaume. Plus terrifiant encore, Malherbe découvrit que Vaillant avait développé dans ses notes personnelles une théorie des points de rupture calculés. Il avait identifié dans l'histoire française les moments précis où des manipulations dynastiques ciblées avaient provoqué des changements politiques majeurs. La fin des Mérovingiens, l'avènement des Capétiens, la guerre de 100 ans, les guerres de religion. Dans chaque cas, il démontrait comment des mariages apparemment anodins, conclus plusieurs générations auparavant, avaient créé les conditions psychologiques et politiques de ces bouleversements historiques. Le point culminant de l'affaire Vaillant
survint au début de l'année 1764, quand le comte de Broglie, agissant sur ordre direct du roi, organisa une perquisition nocturne du domicile du généalogiste. Cette opération, menée par les agents les plus discrets du service secret royal, découvrit l'existence d'un document qui changeait radicalement la perception de la menace représentée par cet homme énigmatique. Dans le cabinet secret de Vaillant, dissimulé derrière une bibliothèque à double fond et protégé par un système de serrure d'une complexité inouïe, les agents royaux trouvèrent un épais registre relié de cuir rouge et intitulé en lettres dorées « Chronique des nécessités futures ». Ce document, entièrement rédigé de la main de Vaillant dans une écriture précise et élégante, contenait une analyse détaillée et glaçante de l'évolution probable de la monarchie française sur les 50 années à venir. Avec une précision prophétique qui glaça d'effroi les lecteurs, Vaillant y prédisait l'effondrement progressif et inéluctable de l'autorité royale, causé par la convergence de plusieurs facteurs qu'il avait identifiés avec une lucidité diabolique. L'accumulation catastrophique des dettes publiques, la montée irrésistible des idées philosophiques subversives dans la bourgeoisie cultivée, l'affaiblissement de la foi religieuse traditionnelle et surtout la dégénérescence morale et politique systématique de l'aristocratie française. Mais le plus terrifiant était que Vaillant ne se contentait pas de prédire cette évolution avec la résignation d'un observateur impuissant. Il la planifiait activement avec la patience méthodique d'un architecte construisant une cathédrale destinée aux générations futures. Le registre détaillait avec une précision clinique comment ces manipulations matrimoniales des 20 dernières années avaient créé une génération d'aristocrates psychologiquement fragiles, financièrement irresponsables et politiquement incompétents. Les enfants nés des unions qu'il avait soigneusement arrangées dans les années 40 et 50 commençaient à atteindre l'âge adulte, et leur défaillance caractérielle se manifestait exactement comme il l'avait calculé des décennies auparavant. Ces jeunes nobles, héritiers des plus grands noms de France, présentaient des taux alarmants de troubles mentaux, de dépendance au jeu ou à l'alcool, de comportements sexuels scandaleux et d'incompétence dans la gestion de leur domaine. Plus redoutable encore, Vaillant avait identifié et préparé méthodiquement les futurs leaders de la crise monarchique qui l'orchestrait. Parmi les enfants et petits-enfants de ses clients aristocratiques, il avait repéré avec un instinct infaillible ceux qui possédaient les tempéraments et les circonstances psychologiques nécessaires pour devenir des révolutionnaires, des réformateurs radicaux ou des démagogues antimonarchistes. Par des manipulations d'une subtilité diabolique, choix d'éducateurs aux idées subversives, recommandations de lecture philosophiques dangereuses, arrangements de rencontres apparemment fortuites avec des penseurs révolutionnaires, il avait orienté leur développement intellectuel et moral vers la contestation systématique de l'ordre établi. Ces futurs leaders de la Révolution grandissaient dans l'ignorance complète du rôle qu'ils étaient destinés à jouer. Mais leur formation clandestine les préparait parfaitement à devenir les fossoyeurs de la monarchie qui les avait vus naître. Le registre révélait également que Vaillant entretenait depuis des années une correspondance secrète et approfondie avec les principaux philosophes parisiens de l'époque, Voltaire, Diderot, d'Alembert et d'autres penseurs des Lumières. Loin d'être un simple échange intellectuel, cette correspondance révélait une collaboration active et calculée. Vaillant fournissait aux philosophes des informations précises et compromettantes sur les points faibles de l'aristocratie et les conseillait sur les arguments les plus efficaces pour séduire la bourgeoisie montante et la retourner contre l'ancien régime. Il avait également financé discrètement, par l'intermédiaire de prête-noms, la publication de certains pamphlets critiques envers la noblesse, s'assurant qu'ils circulaient exactement dans les milieux où il rencontrerait le public le plus réceptif. Ces écrits séditieux, apparemment spontanés, étaient en réalité des instruments de guerre psychologique soigneusement ciblés pour éroder la légitimité de l'aristocratie dans l'opinion publique. Mais la découverte la plus terrifiante était une liste détaillée de ce que Vaillant appelait les points de rupture calculés. Dans cette section du registre, longue de plus de 50 pages,
Il détaillait avec une précision d'horloger comment certains scandales, soigneusement orchestrés et révélés au moment psychologiquement optimal, pourraient déclencher une cascade de crises politiques menant inéluctablement à l'effondrement complet de la monarchie absolue. Chaque scandale programmé était lié à des familles qu'il avait manipulées au cours de sa carrière, et chaque révélation était chronométrée pour maximiser son impact déstabilisateur sur l'opinion publique et l'équilibre politique du royaume. Vaillant avait calculé que la révélation simultanée de 12 scandales majeurs impliquant les plus grandes familles de France créerait un choc psychologique suffisant pour ébranler définitivement la confiance du peuple dans ses dirigeants traditionnels. Le document révélait avec une clarté glaçante que Vaillant possédait d'ores et déjà tous les moyens nécessaires pour déclencher cette cascade destructrice à tout moment selon sa volonté. Il détenait suffisamment de secrets compromettants, de preuves documentées de corruption, de témoignages accablants et de reconnaissances de dettes falsifiées pour ruiner simultanément les principales familles dirigeantes du royaume en l'espace de quelques semaines. Plus troublant encore, il avait organisé un système sophistiqué de révélations posthumes automatiques. En cas de mort naturelle ou violente, certains documents explosifs seraient automatiquement transmis par des intermédiaires fidèles à des personnes soigneusement choisies pour leur capacité à créer le maximum de chaos politique. Cette assurance-vie diabolique garantissait que sa disparition, loin de résoudre le problème, précipiterait immédiatement la catastrophe qu'il avait si patiemment préparée. Face à cette découverte qui les plongeait dans une terreur sans nom, Louis XV et ses conseillers les plus proches se trouvèrent dans une situation sans précédent dans l'histoire de la monarchie française. Ils ne pouvaient ni arrêter Vaillant, ni l'exiler, ni même le faire éliminer discrètement sans risquer de déclencher immédiatement la catastrophe politico-sociale qu'il avait si minutieusement préparée pendant des décennies. Vaillant était devenu exactement ce qu'il avait lui-même défini dans ses écrits théoriques comme un homme structurellement indispensable à la stabilité du système qu'il menace. Sa survie et sa liberté d'action complète étaient désormais liées organiquement à la stabilité même du royaume de France. Toucher à un seul cheveu de sa tête équivaudrait à allumer la mèche d'une explosion qui détruirait la monarchie française. La solution finalement adoptée après des semaines de conciliabules secrets fut d'une subtilité machiavélique, digne de l'adversaire auquel ils étaient confrontés. Plutôt que de s'opposer frontalement à Vaillant dans un combat qu'il ne pouvait que perdre, la couronne décida de le coopter officiellement en feignant de reconnaître la valeur de ses services. En février 1764, dans une cérémonie privée qui se déroula dans les appartements secrets de Versailles, le roi Louis XV nomma personnellement Sébastien Vaillant au poste de conseiller spécial aux questions dynastiques et matrimoniales, fonction créée spécifiquement pour lui et assortie d'une pension considérable de 12 000 livres annuels. Officiellement, sa mission était d'aider la monarchie à renforcer la loyauté de l'aristocratie en optimisant les alliances matrimoniales futures et en prévenant les conflits familiaux susceptibles de nuire à l'unité du royaume. En réalité, cet arrangement apparemment honorifique permettait à la couronne de surveiller étroitement et en permanence les activités de Vaillant, tout en lui donnant l'illusion d'avoir obtenu la reconnaissance officielle et l'influence politique qu'il avait toujours secrètement recherchée. Plus important encore, cela permettait au pouvoir royal d'avoir accès direct aux prédictions et aux analyses de Vaillant, transformant ses terrifiantes capacités de manipulation en outils potentiels de préservation du régime plutôt qu'en instrument de destruction. Mais Vaillant, loin d'être dupe de cette manœuvre apparemment habile, l'avait en réalité parfaitement anticipé et intégré dans ses plans à très long terme depuis plusieurs années. Ses écrits secrets les plus récents révélaient qu'il considérait cette cooptation officielle comme une phase nécessaire et prévue de son projet global de transformation révolutionnaire de la France. En acceptant ce poste prestigieux, il obtenait un accès direct et légitime au plus haut cercle du pouvoir royal et pouvait désormais influencer les décisions politiques les plus importantes de manière encore plus efficace et subtile.
Sa position officielle lui permettait de conseiller le roi lui-même sur les questions dynastiques, lui donnant un pouvoir d'influence qu'aucun manipulateur occulte n'avait jamais possédé dans l'histoire de France. Les années qui suivirent cette nomination révélèrent progressivement l'ampleur véritable du génie manipulateur de Vaillant et la profondeur terrifiante de sa vision stratégique. Ces conseils officiels à la couronne, apparemment destinés à renforcer et préserver la monarchie traditionnelle, accéléraient en réalité de manière imperceptible les processus de dégénérescence et de décadence qu'il avait identifiés et cultivés. Chaque mesure qu'il recommandait pour sauver l'ancien régime le rapprochait en fait de sa fin programmée avec la régularité d'une mécanique d'horlogerie. Les réformes qu'il suggérait créaient invariablement plus de problèmes qu'elles n'en résolvaient. Les alliances qu'il conseillait renforçaient les faiblesses structurelles de l'aristocratie, et les décisions politiques qu'il inspirait aliénaient progressivement l'opinion publique au pouvoir royal. En 1768, soit 4 ans après sa nomination officielle, les premières prédictions majeures de Vaillant commencèrent à se réaliser avec une précision qui terrorisait ceux qui connaissaient ses plans secrets. La famille Villemont-Bretancourt, dont il avait soigneusement arrangé l'union 5 ans plus tôt, explosa publiquement dans un scandale retentissant impliquant adultère, détournement massif de fonds publics, tentative d'empoisonnement et duel mortel. Cette affaire, habilement exploitée par les pamphlétaires que Vaillant influençait secrètement depuis des années, contribua massivement à ternir l'image de la noblesse auprès de l'opinion publique bourgeoise et populaire. Les détails sordides de cette tragédie familiale, révélés progressivement par des fuites savamment orchestrées, créèrent dans le public une impression croissante que l'aristocratie française était définitivement rongée par la corruption morale et l'incompétence politique. D'autres familles, conseillées par Vaillant au cours de sa carrière, connurent des destins similaires dans les années suivantes, créant une série de scandales qui auraient pu sembler isolés, mais qui formaient en réalité les éléments d'un puzzle soigneusement orchestré pour discréditer l'ensemble du système aristocratique français. Ces tragédies individuelles, synchronisées avec une précision diabolique, créaient dans l'opinion publique un sentiment croissant que la noblesse était devenue un fardeau inutile et dangereux pour la nation. Vous pensez que tout a été révélé sur le véritable plan de Vaillant? Commentez ci-dessous ce que vous pensez qu'il est vraiment arrivé. Abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères sombres de l'histoire et partagez cette histoire avec tous ceux qui aiment les énigmes troublantes du passé. Les dernières archives officielles concernant Sébastien Vaillant datent de 1789, année qui marqua, comme chacun le sait, un tournant absolument décisif dans l'histoire non seulement de la France, mais de l'Europe entière. Son nom apparaît une dernière fois dans un document mystérieux signé de sa main, retrouvé dans les papiers personnels de Maximilien Robespierre, après l'exécution de ce dernier en Thermidor de l'an 2. Ce document, un simple billet de quelques lignes rédigé sur papier de luxe et scellé à la cire rouge, contenait ces mots troublants qui glacent encore le sang de ceux qui les lisent. Citoyen Robespierre, les graines semées il y a exactement 30 ans dans les jardins secrets de Versailles donnent enfin leurs fruits les plus magnifiques. L'équation dynastique suit son cours naturel prévu et calculé. La révolution que vous dirigez n'est que l'accomplissement de prophéties écrites de ma main avant votre naissance. Votre très dévoué serviteur dans la transformation nécessaire de la France, S. Vaillant. Était-ce une coïncidence troublante si l'homme qui avait consacré sa vie entière à prédire et orchestrer méthodiquement l'effondrement de l'aristocratie française se retrouvait au moment précis de la Révolution en position de conseiller occulte et d'éminence grise des nouveaux maîtres du pays? Était-ce un simple hasard de l'histoire, si tant de révolutionnaires influents descendaient directement de familles qui l'avaient conseillé dans leur formation matrimoniale, héritant ainsi des traumatismes psychologiques, des ressentiments sociaux et des conditionnements idéologiques qu'il avait si soigneusement cultivés pendant des décennies? Aujourd'hui encore,
Les historiens qui étudient les origines profondes et les causes véritables de la Révolution française tombent parfois dans les archives les plus secrètes des bibliothèques nationales et des fonds privés sur des documents troublants qui évoquent l'ombre mystérieuse de cet homme. Des lettres de nobles ruinés mentionnant amèrement les conseils funestes de ce maudit vaillant. Des témoignages de familles détruites évoquant avec terreur la malédiction de ce généalogiste diabolique. Des chroniques contemporaines décrivant un personnage mystérieux capable de prédire les malheurs avec une précision qui ne peut être que démoniaque. Mais peut-être le témoignage le plus troublant et révélateur est-il celui du marquis de Condorcet. Mathématicien, philosophe et révolutionnaire, écrit dans sa cellule de la prison de Bourg-la-Reine peu avant sa mort mystérieuse en mars 1794. Dans ses mémoires inachevés, découverts récemment dans les archives de l'Institut, le philosophe évoquait une rencontre troublante qu'il avait eue dans sa jeunesse avec un homme âgé qui prétendait pouvoir calculer et prédire l'avenir politique de la France avec une précision mathématique. Cet homme, dont Condorcet ne mentionnait volontairement pas le nom par une prudence révélatrice, lui avait déclaré lors de cette rencontre étrange « Monsieur le Marquis, vous serez un jour l'un des théoriciens les plus influents de la révolution républicaine. Puis, vous deviendrez victime de cette même révolution que vous aurez contribué à créer et à légitimer. Cela est écrit dans les calculs infaillibles des générations. Et rien ne peut changer ce destin que j'ai moi-même contribué à façonner. » Cette prédiction terrifiante, formulée vers 1770, quand Condorcet n'était encore qu'un jeune mathématicien sans ambitions politiques apparentes, s'était réalisée avec une précision absolument glaçante. Condorcet était effectivement devenu l'un des idéologues les plus respectés de la Révolution française, rédigeant la Constitution girondine et théorisant la démocratie républicaine, avant d'être condamné à mort par le régime qu'il avait aidé à instaurer et de mourir dans des circonstances mystérieuses qui évoquent plus l'empoisonnement que le suicide. Dans ces dernières lignes, écrites dans l'attente de son exécution, Condorcet se demandait avec une angoisse palpable si sa destinée personnelle, comme celle de tant d'autres protagonistes de la Révolution, n'avait pas été planifiée et orchestrée de longue date par des manipulateurs invisibles maîtrisant l'art terrible de façonner les destins humains comme un sculpteur façonne l'argile. L'histoire de Sébastien Vaillant pose une question philosophique et historique qui dépasse largement le cadre de son époque et interroge notre compréhension même des mécanismes de l'histoire. Est-il vraiment possible qu'un homme, par la seule force de son intelligence exceptionnelle, de sa détermination implacable et de sa patience surhumaine, façonne secrètement le cours de l'histoire sur plusieurs générations successives? Les révolutions qui bouleversent les nations, les effondrements dynastiques qui marquent les siècles, les transformations sociales qui changent la face du monde, sont-ils vraiment le produit de forces historiques impersonnelles et de mouvements populaires spontanés, ou peuvent-ils résulter de la volonté calculatrice et de la manipulation géniale d'individus exceptionnels opérant dans l'ombre des événements officiels? Les documents que nous avons évoqués dans cette histoire existent-ils vraiment quelque part dans les archives poussiéreuses de bibliothèques oubliées, dans les caves secrètes de châteaux abandonnés ou dans les coffres-forts de familles qui préfèrent oublier leur passé? Sébastien Vaillant a-t-il réellement existé sous ce nom ou sous un autre, ou n'est-il que le symbole de ces manipulateurs invisibles qui, de tout temps et dans toutes les civilisations, ont peut-être orchestré secrètement les grands bouleversements de l'humanité? Une chose demeure absolument certaine. Si un homme comme Vaillant avait réellement existé et mis en œuvre les plans terrifiants que nous avons décrits, nous ne le saurions probablement jamais avec certitude absolue. Car le génie suprême du manipulateur parfait consiste précisément à effacer toute trace de sa propre existence et de son influence, ne laissant derrière lui que les conséquences lointaines de ses actes, attribués par les historiens officiels aux forces aveugles du hasard ou à la logique apparemment implacable des événements.
Et c'est peut-être cela, au final, le plus troublant et le plus terrifiant de cette histoire que nous venons de vous conter. L'idée angoissante que les destins que nous croyons maîtriser, les choix que nous pensons libres, les révolutions que nous attribuons à la volonté populaire ou aux forces du progrès, pourraient n'être que les conséquences lointaines et programmées de calculs effectués des décennies ou des siècles plus tôt par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler, mais qui ont façonné notre monde d'épée. Puis les coulisses secrètes de l'histoire.